nous allons démarrer cette table ronde donc, qui est dédiée à la virtualisation des réseaux avec l'exemple de l'énergie que nous avons retenu. Donc, comme vous le savez, particulièrement dans ce salon, l'IoT est au cœur de la captation des données physiques. Et aujourd'hui, ces données sont indispensables pour piloter les réseaux et tout particulièrement les réseaux de distribution de l'énergie. Et pour piloter ces réseaux, un certain nombre de solutions sont en train de se mettre en place, notamment à base de virtualisation, de jumeaux numériques, de modèles qui permettent de gérer, piloter et optimiser ces réseaux. Donc on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Donc tout d'abord, quelles sont les principales problématiques qu'on cherche à couvrir? Quels sont les enjeux associés? Quelles sont les solutions mises en œuvre et avec quels résultats? Et les points durs à traiter, les points de vigilance associés, et puis pour conclure, quelles sont les grandes tendances. Donc je me présente, je suis Jean-Philippe Malisset, je dirige une structure qui s'appelle Captronic et qui accompagne les PME dans l'intégration d'électronique et de logiciels embarqués dans leurs produits ou dans leur process de fabrication, avec l'objectif de maximiser la valeur qui est apportée. Donc on n'est pas un bureau d'études, on est plutôt dans une logique de conseil et d'accompagnement, et on est indépendant par rapport aux technologies. On intervient également dans un des projets dont on va parler aujourd'hui, qui est un consortium sur les CPS, donc les systèmes cyberphysiques, et c'est aussi dans cette prolongation-là que nous organisons cette conférence. Donc j'accueille Guillaume Giraud. Donc Guillaume, vous êtes pilote d'études R&D, architecture de pilotage de systèmes hybrides cyberphysiques, RTE. Vous nous expliquerez tout ça. Et puis Éric Dubois, donc vous êtes Digital Business Developer chez ABB. Bonjour messieurs. Alors ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement votre société. RTE est un petit peu connu. J'espère. Donc RTE, Réseau de transport d'électricité. Donc vous transportez de l'électricité pour le compte d'un ensemble d'opérateurs. Voilà, c'est le réseau, le niveau du réseau qui dessert les distributeurs, qui desservent eux-mêmes le client final, et sur lequel sont connectés les gros groupes de production et les clients industriels. D'accord. Et Éric Dubois. Bonjour à tous. Alors, la société ABB, c'est un fournisseur d'équipements d'électrification, d'automation, donc travaillant dans l'énergie, mais là plutôt à fabriquer des produits pour accompagner nos clients justement dans l'usage de l'électricité. Voilà. Je vous laisse la parole. Si vous voulez nous présenter donc, deux exemples de projets, donc de réseaux, donc un plus particulièrement sur la distribution de chaleur, d'eau chaude. Oui, alors un premier sujet qui aujourd'hui nous intéresse tous en tant que concitoyens, c'est évidemment la décarbonation, tout le monde en parle, mais la décarbonation, c'est comment on la fait. Dans les villes, les métropoles, aujourd'hui, il y a une vraie problématique par rapport à ça. Et l'usage veut de plus en plus à ce que, notamment, on exploite de l'eau chaude sanitaire et du chauffage à des fins non plus totalement autonomes où chacun dispose de son propre équipement en tant que chaudière, qu'il soit d'une source électrique ou éventuellement de gaz, mais se raccorde à ce qu'on appelle typiquement des réseaux de chaleur. Ça, c'est des choses. Alors nous, historiquement, on est suédois dans notre origine, plutôt nordique, européen. Et c'est des choses qu'on voit beaucoup depuis les années 70-80 et qu'on commence à voir de plus en plus en France. Et notre métier à nous, c'est justement de favoriser un petit peu l'usage de ces réseaux de chaleur, qui vont donc équiper des équivalents logements, et de se raccorder sur ces fameux réseaux. Alors il y a des réseaux électriques, il y a des réseaux d'eau, il y a un certain nombre de réseaux aujourd'hui qui existent dans les communes, et il y a aussi, pour les plus grandes, en général ça s'adresse plutôt à des grandes villes ou métropoles, des réseaux de chaleur et de froid, puisque le froid aujourd'hui, il devient également lui un élément clé. Et donc il y a des grands acteurs qui y travaillent, et nous on accompagne en fait ces acteurs-là pour justement instrumenter, virtualiser ces fameux réseaux de chaleur. Voilà. Okay, donc les principales problématiques que vous couvrez aujourd'hui en termes de captation de données, en termes de pilotage. Alors en fait, la grande particularité, c'est que jusqu'à présent, en fait, ces pilotages de réseau étaient assez empiriques, un peu à l'image de ce qu'on pouvait retrouver aussi dans l'eau. Mais l'électricité a connu aussi à un moment cette problématique.
c'est beaucoup moins vrai. Dans les réseaux de chaleur, en fait, on a affaire à des réseaux qui sont sur des pressions importantes. On parle de pression à 140 bars avec des températures à des pressions de 80 à 90 bars pour des températures de 140 degrés. Bon, aujourd'hui, on baisse un peu tout ça à des réseaux qui sont quand même beaucoup plus accessibles, mais qui, du coup, dans les fluides, sont beaucoup plus difficiles à comprendre et donc à produire à la source, et sur lequel donc il faut mettre de la donnée pour essayer d'avoir une qualité de service pour évidemment le concitoyen, pour qu'il soit dans un immeuble, qu'il soit dans un écoquartier, ou pour l'industriel. Il y a des industries, des institutions, des hôpitaux, des écoles, des gymnases, etc., qui sont raccordés sur ces fameux réseaux, disposent évidemment d'une qualité de service optimale, à savoir une température de fonctionnement, une pression à la sortie qui soit parfaite. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et pour cela, lorsque vous avez une ville, plusieurs équivalents, voire centaines de milliers d'équivalents logements, sur lesquels vous avez une vraie problématique. Et pour s'assurer de ça, il n'y a pas de mystère. C'est de l'instrumentation, c'est des équipements de contrôle, et c'est surtout de la donnée pour s'assurer que tout fonctionne dans les meilleures conditions. Et évidemment, tous ces éléments sont en train de changer. Il y a des bouleversements qui se font, climatiques. Il y a des endroits où dans les villes, finalement, vous avez au mois d'octobre, enfin en septembre, des températures comme aujourd'hui à 19, 20, 21 degrés, et puis l'année d'après où il peut faire 5, 6 degrés. Et bien évidemment, d'une année sur l'autre, le besoin et la production n'est plus du tout la même. Donc tout ça, il faut l'appréhender, il faut l'analyser et il faut le concevoir. Et ça, c'est notre métier. Voilà, et c'est d'accompagner à ce moment-là les gens pour essayer nos clients, pour avoir le meilleur profil de production. Merci. Guillaume Giraud, de votre côté, vous instrumentez, vous pilotez un réseau de transmission d'électricité, enfin de transport d'électricité. Donc, qu'est-ce que ça implique? Quel est en termes d'instrumentation, d'organisation, de système mis en place? Alors nous, on a également des problématiques émergentes. La première, c'est la transition énergétique, ce qui veut dire beaucoup d'énergie renouvelable qui s'installe au niveau de la distribution. Et notre réseau n'a pas été conçu pour ça à la base. Ce qui fait que ce réseau, on a deux possibilités. Soit on le dimensionne pour les énergies renouvelables qui, comme vous le savez, sont intermittentes, donc on le surdimensionne. Soit on utilise le numérique pour optimiser l'utilisation du réseau existant et limiter le surdimensionnement. Tout ça avec ce qu'on appelle des automates de zone. Alors, toute une architecture de pilotage que je ne vais pas forcément détailler là, mais pour le faire rapidement, on passe d'une architecture où on avait un niveau central où on supervisait tout à la main et un niveau local avec de la protection qui empêche les courts-circuits. Et là, ce qu'on rajoute, c'est une zone intermédiaire où on va gérer un ensemble de postes et faire en sorte que les transits de courant sur les lignes dus aux énergies renouvelables soient maîtrisés en pilotant soit des batteries, soit les éoliennes, soit les parcs photovoltaïques, soit la topologie du réseau. D'accord. Aujourd'hui, la principale problématique, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est d'éviter la surcharge du réseau et d'optimiser le fonctionnement du réseau. Donc, comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les points un petit peu compliqués pour vous à gérer? Quelles sont les grandes Alors, la principale difficulté, notamment avec l'éolien, c'est qu'il est très peu prévisible à court terme localement. Du coup, on a installé ce qu'on appelle des automates de zone qui réagissent rapidement, donc en surveillant les courants de l'ensemble des lignes de la zone et qui envoient des ordres rapides aux batteries, aux éoliennes pour limiter leur production quand on a des surcharges qui sont détectées. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on va passer en surcharge? En fait, l'automate a ce qu'on appelle maintenant un jumeau numérique, un modèle de réseau qui regarde comment les flux d'électricité vont se dispatcher et qui anticipe les surcharges éventuelles. D'accord. Donc ça veut dire que vous captez de l'information de l'ordre de la 10 millisecondes. Alors, 1000 millisecondes, alors vous avez... Beaucoup moins, ouais. Voilà. Vous êtes entre une 10 les protections, c'est la milliseconde. Par contre, là, quand on est sur les couches de contrôle et de pilotage, on instrumente à 10 secondes. Notre réseau de téléconduite est à 10 secondes. On rajoute de temps en temps des capteurs 1 seconde quand il y a de la batterie, parce que les batteries sont beaucoup plus réactives. Mais globalement, on est sur cette échelle de temps.
D'accord. Et donc vous êtes connecté entièrement en fibre optique, hein, c'est ce que vous m'aviez indiqué. Voilà, alors, la plupart des postes sont raccordés avec des fibres optiques sur un réseau privé. D'accord, donc vous avez les capteurs, vous gérez, vous remontez de cette information que vous analysez, et ensuite, avec le modèle numérique de données, vous redescendez sur les actuateurs. Tout à fait. D'accord, pour donner les bonnes ordres. Qui sont chez nous ou chez les producteurs. Oui. Et alors, quand les producteurs sont sur le réseau de distribution, on passe via le gestionnaire de réseau de distribution. Et l'enjeu, c'est d'éviter, ce que vous me disiez quand on a préparé. Donc d'éviter que le transit sur les lignes soit trop fort, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de courant sur une ligne, elle chauffe. Quand elle chauffe, elle pend. Et là, on risque d'engager les distances de sécurité, quoi. C'est très, très bête, mais c'est très dangereux. Donc, vous cherchez à tout prix à éviter que les équipements se mettent en sécurité avec la coupure du réseau, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça l'enjeu, le plus gros enjeu, quoi. Et ce que vous me disiez aussi, donc on a préparé dans cette table ronde, c'est que votre enjeu, c'est aussi de dimensionner au plus juste le réseau et d'éviter de devoir retirer des lignes, etc. Donc vraiment d'optimiser le fonctionnement du réseau pour économiquement être au mieux par rapport à votre besoin. Tout à fait. Alors on a calculé que, vu les projections d'installation d'ENR d'ici 2035, le fait de ne pas construire des lignes et de surdimensionner le réseau, mais d'utiliser un réseau hybride numérique physique, ça permettrait de faire économiser à la communauté 7 milliards d'euros d'ici 2035. Donc ça commence à être conséquent. Oui, donc des enjeux importants. Éric Dubois, donc en termes de données et de fonctions que vous apportez, dont on a un petit peu échangé, vous parliez de télécontrôle, de maintenance. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les fonctions que vous opérez, les données que vous captez sur des réseaux d'eau chaude? Alors en général, la première des choses, c'est de faire au moins du télécontrôle. C'est vrai que c'est du télérelevé. Le télérelevé, on a passé ce cap aujourd'hui. On a besoin d'un vrai contrôle en local, hein. On a besoin, pour assurer des qualités de service, d'assurer maintenant des fonctions, voire des contrôles sur des régulations qui vont se retrouver à distance dans typiquement ces fameuses sous-stations. Sous-station, c'est ce que vous allez retrouver finalement au pied d'un bâtiment, au pied finalement d'un immeuble ou d'une institution. La particularité des réseaux de chaleur et de froid, ce sont des réseaux fermés, ce sont des réseaux qui finalement ont un retour. Et jusqu'à présent, en fait, la particularité, c'est qu'il suffit tout simplement de produire un petit peu plus pour assurer une qualité de service. On est sûr à ce moment-là de rendre à l'utilisateur final sa quantité d'eau chaude, sanitaire et chauffage au mieux. Pour ça, donc, il suffit un tout petit peu d'être à quelques pourcents supplémentaires pour pouvoir assurer ce rendement. Il s'avère que ça, évidemment, c'est de la consommation, c'est de la perte inutile. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de travailler sur des algorithmes où on va avoir de la segmentation avec évidemment des priorités. Cette priorité, c'est quoi? C'est évidemment de s'assurer que dans les écoles, il y a un certain nombre d'environnements institutionnels, et j'imagine que vous, RTE, c'est la même chose. On a des clients qui ont des priorités. Et donc, on va assurer ces priorités, et pour ça, s'en assurer évidemment à travers des algorithmes et à travers de la donnée. Et donc, la donnée, c'est fondamental. C'est celle qui va nous permettre de s'assurer qu'on a ce meilleur rendement. Sinon, le résultat, c'est un appel téléphonique dans les mairies, et c'est en général un petit peu plus complexe. Donc, pas question d'avoir ce genre de problématique. Et donc, impérativement, d'assurer ces remontées d'informations. Et si toutefois un dysfonctionnement apparaissait, c'est évidemment de le contrecarrer, donc de le contrôler. Et aujourd'hui, c'est la grande tendance, c'est de s'assurer qu'on n'ait plus du tout de problématique par rapport à ça et qu'on puisse assurer à ce moment-là du délestage, qu'on puisse assurer éventuellement des priorités et qu'on puisse élaborer des niveaux suffisants pour peut-être ramener ces conditions de chauffage et de chaleur aux endroits qui sont les plus importants de la ville, au détriment éventuellement d'autres, mais sur lesquels en fait on travaille. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu, parce que justement l'idéal, c'est de quand même produire moins pour une qualité de service qui est toujours évidemment optimale. Voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort. On peut réussir à réduire de presque, on parle la première année de la capacité de pouvoir réduire de pratiquement 10% une production à la source. Donc une chaufferie, une biomasse, une usine d'incinération, de produire moins. Et ça, c'est quand même moins de polluants, c'est moins de production à la source. Donc ça, c'est formidable, en ayant une qualité de service finalement qui est toujours la même et qui est finalement presque meilleure encore.
Et ça, c'est un enjeu important. Vous avez aussi des enjeux de maintenance, puisqu'effectivement, c'est des réseaux qui sont étendus, avec des maintenances qui ont un certain coût, donc une logique d'optimisation aussi de la maintenance. Exactement. Et évidemment, avec tout ce que ça comporte en termes de maintenance, en fait, de capacité à pouvoir réagir, interagir beaucoup plus rapidement. Une sous-station qui est en panne, c'est toujours compliqué parce que le temps d'intervenir et de faire intervenir du monde, avec la pièce éventuellement défectueuse, c'est du temps de perdu et c'est de la qualité de service en moins. C'est quand même des gens qui, derrière, souffrent de cette qualité-là, de ce défaut de qualité. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc la maintenance change complètement, puisqu'aujourd'hui, en fait, finalement, là où on avait des rondiers, aujourd'hui, ils sont plutôt équipés de tablettes, sont plutôt équipés de numérique. Et là, pour le coup, ils ont une modélisation de ce réseau et ils savent rapidement où agir, comment, et finalement être beaucoup plus efficaces dans leur intervention. Donc ça change complètement. Et puis évidemment, se rajoute à ça, vous avez raison, Jean-Philippe, c'est l'idée en fait de créer des maintenances qui sont beaucoup plus élaborées, voire prédictives, et qui vont limiter en fait des utilités et des actions qui n'étaient peut-être pas forcément nécessaires, et donc de se cantonner à celles qui sont les plus importantes, voire envisager des nouveaux modèles jusqu'à la prédictivité, puisqu'aujourd'hui on peut même intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle et commencer à faire du machine learning et intégrer en fait de la maintenance prédictive dans ces modèles. C'est tout à fait faisable, c'est bien pour les équipements, c'est moins d'interventions inutiles et c'est du temps de gagner, donc de l'argent aussi. Merci. Aujourd'hui, donc, Guillaume, vous êtes sur un gros projet que vous êtes en train de mettre en place. On n'en avait pas parlé, mais il y a un volet maintenance également, ou c'est pas une priorité dans un premier temps? Alors, ce projet n'est pas orienté maintenance, mais bien sûr, il faut maintenir ce qu'on met en place dans ce cadre-là. D'accord, mais c'est pas intégré. Aujourd'hui, vous êtes dans des phases dans les phases de test, de premier déploiement, parce que vous m'avez parlé d'un déploiement qui a bientôt lieu. Tout à fait. Donc il y a un déploiement, il y a un premier, ce qu'on pourrait appeler un MVP qui a été déployé sur la région de Melle-Longchamp. Mais on a le premier vrai automate intelligent qui va piloter de la batterie avec un algorithme modèle predictive control qui va arriver à côté de Dijon, à Jaloncourt, au courant octobre. D'accord, sachant qu'à terme, vous visez plus de 2000 postes, 2700 je crois. Alors on a 2600 postes, mais en fait on vise 200 zones à peu près qui seraient pilotées. Ouais, donc il y a quand même des enjeux, des enjeux de déploiement. Donc voilà, là on est plutôt en phase d'industrialisation, on va dire. Oui. Avec une certaine prudence, parce qu'effectivement c'est des réseaux qui sont en production, donc on ne fait pas n'importe quoi sur ces réseaux-là. Tout à fait. Et donc en résultat attendu, qu'est-ce que vous attendez à la fois on en a déjà un petit peu parlé en qualité de service, mais de façon plus globale Alors en fait, tout l'enjeu de ces automates, c'est donc de limiter la production éolienne et photovoltaïque quand il y en a trop pour le réseau, mais de faire ça le moins possible. Donc on s'est fixé un objectif sur lequel on s'est engagé, c'est de dire qu'on ne limiterait pas plus de 0,3% de la production totale pour l'éolien. Le 0,3%, c'est pour l'éolien. Voilà. Donc on est sur une stratégie où on attend le plus tard possible avant de limiter la production. Et là, on travaille surtout comment repartir le plus vite possible sans faire du yo-yo au groupe de production non plus. Tout à fait. Vous avez aussi vous attendez aussi des gains sur sur les équipements aussi, de réduction du nombre d'équipements. Oui, alors ça c'est une autre partie du projet qui est la virtualisation du contrôle commande, parce que faut savoir que dans nos postes jusque là on a des équipements qui sont en fait une boîte, une fonction. Voilà. Donc voilà, une boîte, une fonction. Alors c'est pas de la BV, je suis désolé, mais on en a aussi. Et avec la virtualisation, en fait, les possibilités qu'apporte la virtualisation des équipements et la fiabilité qu'on a maintenant là-dessus, et les performances, on peut arriver à transformer, par exemple, sur le poste de Beson, qui est près de Nantes, quelque chose où on a à peu près 9 armoires comme ça, en une armoire comme ça de virtualisation. D'accord. Ouais, et donc effectivement, pour continuer peut-être sur vos nouveaux automates de zone, pour peut-être un peu plus rentrer un peu dans le détail. Oui, là, ça résume un petit peu ce qu'on s'est dit. Hein. On regarde, on instrumente les transits qui passent sur les zones. On connaît les capacités de transit maximum qui peuvent varier suivant les saisons ou suivant les conditions météo. On connaît la topologie du réseau. Ça, ce sont les données en entrée des automates qui font, en fait,
qu'on appelle automates par abus de langage, puisque c'est des algorithmes de type optimisation avec du modèle predictive control. Et derrière, on utilise soit des ordres de topologie de réseau, donc ça c'est gratuit, mais c'est ouvrir des disjoncteurs, donc ça désécurise le réseau. De l'effacement de production ONR, donc ça c'est pas gratuit puisqu'on indemnise les producteurs pour la production qu'ils auraient pu produire mais qu'ils ne produisent pas. Et on a également toute une gamme de solutions qu'on appelle solutions flexibles, dont les plus connues sont les batteries, quoi, donc des grosses batteries de 10 MW, voire plus. Donc ça, c'est peu cher à utiliser, mais c'est des investissements qui sont significatifs. Globalement, les batteries, ça nous sert surtout à gagner du temps pour que les éoliennes aient le temps de baisser leur production. Puisqu'une batterie réagit très vite, tandis qu'une éolienne peut mettre entre 20 et 40 secondes, suivant si elle est sur notre réseau ou le réseau de distribution. D'accord. Et donc sur un peu l'organisation physiquement, c'était sur la. Bon voilà, ça c'est le site de Jalancourt que j'évoquais. Donc ça, ce sont les batteries qui arrivent avec. Donc ça prend pas mal de place. Et après, les automates, eux, ce sont juste quelques petits capteurs qu'on va rajouter sur des départs et des passerelles, donc là où on a une architecture qui est un petit peu décentralisée, donc avec ce qui peut rappeler du edge et du cloud en le mettant dans des termes actuels. Et donc en termes de, je vous suis un petit peu parce que vous aviez donné un petit peu de détails, donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment c'est organisé. Voilà, donc schéma, globalement, nous on a des data centers privés qui sont réservés à notre technologie industrielle, mais on a également des équipements dans les postes. Et donc là, avec la virtualisation, ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir mettre les fonctions de calculateurs d'automates NASA, alors soit dans les postes, soit dans le data center, et de les faire bouger suivant l'évolution du contexte. Alors ça peut être soit le contexte réseau, mais surtout le contexte de l'infrastructure, c'est-à-dire si on perd des communications avec le data center principal, on peut se replier sur le poste qui, lui, peut encore être alimenté des informations de la zone. Donc tout un système d'auto-adaptation du système avec des technos dites edge to cloud. Ouais. Voilà. Merci. De votre côté, Eric, en termes des bénéfices que vous pouvez obtenir, donc on a un petit peu parlé de l'optimisation d'intervention des rondiers, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre alors, je vais expliquer, c'est que c'est pas toujours facile de maintenir dans le temps les gains attendus, mais il y a quand même, dans les premières années, en tout cas, vous avez des gains quand même relativement importants. Oui, les gains sont quand même relativement directs dès la première année. Mais c'est vrai que les enjeux sont tellement forts aujourd'hui, ce besoin de limiter ces consommations, de les réduire tout en assurant malgré tout le même niveau de qualité de service, c'est quand même un sujet. Typiquement, oui, on est facilement sur un résultat à 2 chiffres, on est proche des 10% la première année. Évidemment que les années d'après, c'est un peu plus compliqué. Affiner les modèles, c'est vraiment l'enjeu de demain. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Alors évidemment qu'on peut encore utiliser d'autres sources de technologie dites vertes ou les plus vertes possibles. Mais l'idée, c'est surtout pas de construire plus d'usines. Et malgré tout, il y a toujours plus de monde, et c'est normal. Donc c'est comment on fait ça. Le numérique ne répond pas à tout, mais au moins il y permet. Alors, et c'est là où la virtualisation des réseaux, les algorithmes intelligents et la capacité justement à traiter un peu mieux cette information, elle est primordiale. Mais on va parler à ce moment-là de quelques points. Et dans les années qui suivent, évidemment après une mise en service, 1 an ou 2 ans, on va tomber plutôt à des optimisations à 1 ou 2 points par an. Et c'est vrai que là, on va affiner les modèles par rapport en effet à la prédictivité météo, on va affiner les modèles par rapport en fait à l'usage pour la maintenance, pour les personnels, etc. Mais là, on va parler de quelques points chaque année, et ce n'est pas forcément du cumul. Au bout de 30 ans, ce ne sera pas forcément moins 30. Donc là, il va falloir travailler ces sujets-là. Les gens y travaillent, et on essaie d'y participer, mais c'est vrai que c'est un enjeu fort en fait, pour les fournisseurs de production d'énergie. Et on compte beaucoup sur eux. Maintenant, il n'y a pas de solution miracle. Ok. En termes de votre côté, Guillaume, les points durs que vous avez à traiter, qui sont un peu complexes à gérer, ou points de vigilance? Alors en fait, techniquement, on n'a pas beaucoup de difficultés.
Je dirais il y a le premier point qui est compliqué, c'est l'insertion de ce type de technologie dans le monde du transport de l'électricité, parce qu'on est plutôt habitué à des automates industriels avec des graph-sets, des logigrammes et des choses très prédictibles. Là, on est sur de l'optimisation du modèle prédictif. Bon, les opérateurs doivent s'approprier ce genre de choses et avoir confiance. Et alors le deuxième point, c'est quand même... ça y est, j'ai oublié mon deuxième point. Mais... C'était le nombre de parties prenantes, vous m'aviez dit. Oui, pardon, le nombre de parties prenantes, oui, parce que de la même manière, là je parlais des opérateurs, mais en fait, on doit amener les producteurs et les distributeurs autour de la table pour participer à ce projet. Et donc, les producteurs, il y en a beaucoup. Les producteurs éoliens, ils ont des business models qui sont très financiers, donc s'arrêter de produire, c'est pas du tout dans leur ADN. Et les distributeurs, quelque part, on va activer des moyens qui sont sur leur réseau. Donc il y a tout un modus vivendi à avoir avec eux pour ne pas se créer des contraintes l'un l'autre et pour se faire encore plus confiance, quoi. Oui, une certaine transparence en fait. Si on veut avoir des modèles qui tiennent la route, il faut que chacun aussi joue la transparence, quoi. Ouais. Tout à fait. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. De votre côté, Eric, les points de vigilance, les points un petit peu plus complexes à gérer. Le rapport qu'il peut y avoir entre l'exploitant, en fait, l'utilisateur final, les intermédiaires qu'il peut y avoir, je vous rejoins Guillaume sur un certain nombre de points, ça peut être un peu complexe. Évidemment, tout l'écosystème des gens qui vont graviter autour de la réalisation et ensuite les utilisateurs. Là où je vous rejoins, c'est qu'un élément clé, c'est qu'on doit pouvoir mesurer et s'assurer que ça a une efficacité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la donnée, maintenant, elle devient ouverte à tous. Jusqu'à présent, chacun travaillait un petit peu de son côté et finalement, on faisait de ces données un petit peu ce qu'on voulait. Je ne dis pas qu'elles étaient fausses, je dis que quelque part, on limitait à l'usage. Et finalement, chacun pouvait se permettre de garder ses données dans son coin. Aujourd'hui, il y a des organismes de contrôle et il y a surtout, en fait, nous, concitoyens, qui sommes là pour le vérifier. Et c'est en fait l'élément qui est clé aujourd'hui. La virtualisation de tous ces réseaux, la digitalisation, la transformation numérique que les industries, les entreprises, les villes, etc. connaissent, les premiers qui en sont l'acteur, c'est nous, concitoyens. Et finalement, tout ça, on peut le regarder de très très près, on peut s'assurer que ce que l'on fait, ça fonctionne. Et ça permet d'assurer malgré tout, encore une fois, une qualité de service, peut-être des réductions de prix pour l'usager, c'est quand même important ça aujourd'hui. C'est de s'assurer quand même qu'on ait ou des réductions ou tout au moins une limitation de ces augmentations. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les gens le regardent. Et on a tous des smartphones et on est tous en capacité maintenant de voir un certain nombre de choses et de contrôler finalement nos consommations, mais contrôler aussi celles d'un syndic, contrôler finalement celles des institutions, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, on tombe dans un phénomène où l'échange de données, il est beaucoup plus ouvert. Et c'est important de le prendre en compte, et c'est important finalement dans ce cadre d'avoir une certaine transparence et de s'assurer que tous les acteurs tirent dans le même sens et de ne pas avoir peur aujourd'hui de cette donnée et de cet échange de données entre les parties prenantes. Et puis il y a un enjeu de communication, c'est-à-dire que vous travaillez pour des concessionnaires, des opérateurs donc, qui puissent aussi communiquer à la fois auprès de leur autorité, leurs délégataires. Absolument, leurs délégataires de services qui sont souvent évidemment publics. Et dès lors, à ce moment-là, d'avoir cette totale communication et transparence. Et ça, c'est ce qui nous est demandé. Il n'est plus question de ne plus avoir l'information en temps réel. Lorsqu'on a une réunion, on veut savoir exactement à quel endroit on a consommé, pourquoi il y a eu une défaillance et comment régler tout ça. Et ça doit être pratiquement maintenant instantané. La virtualisation et l'information et la donnée qui nous est donnée, elle existe aujourd'hui et il faut s'en satisfaire. C'est aussi une base pour tout ce qui est choix, arbitrage, investissement. Parce Absolument. Absolument. Ça vous donne aussi, c'est aussi la façon, les données qui peuvent aussi amener à faire des choix en toute connaissance de cause. Exactement. Et c'est le retour. Avec la QoS, la qualité de service en face. Exactement. Et c'est le retour qu'on peut en faire. Et s'assurer, en fait, et on va se dire les choses. Les gens se challengent, les entreprises se challengent, les villes se challengent entre elles, les métropoles. Donc, en fait, elles essaient évidemment de participer activement à cette décarbonation. Et donc, tous, de se dire, allez, essayons. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait le premier qui le fasse. C'est un peu l'éternel souci.
il faut qu'il y ait des acteurs qui s'y orientent et qui s'engagent complètement au péril de ne pas réussir. Et cette communication, elle est importante. Et aujourd'hui, évidemment qu'il y en a qui peuvent se targuer de l'avoir fait les premiers, qui peuvent éventuellement communiquer leur retour. C'est important de communiquer sur les résultats et de voir ce qui fonctionne. De montrer aussi ce qui fonctionne finalement pas si bien que ça, hein, où on n'a pas le retour idéal, et à ce moment-là de corriger d'autant. Donc voilà, il faut savoir transmettre cette information, la partager, et je pense qu'on aura tous un intérêt commun à cet échange. Ok, merci. Guillaume, les prochaines étapes, les prochains projets pour vous, alors, le déploiement bien sûr, parce que vous êtes au début du projet, mais au-delà de ça. Tout à fait. Ce que j'évoquais, avoir des infrastructures qui soient auto-adaptatives et un peu intelligentes, et finalement utiliser les technos venus de l'IoT sur le SI industriel, tout en conservant le degré de cybersécurité qui est forcément indispensable, et en l'adaptant aussi à nos infras et puis aux intervenants, parce qu'il y a quand même des problèmes aussi de compétences derrière qu'il faut gérer. Tout à fait. Oui, parce que intéressant de le souligner, c'est que vous êtes dans ces deux cas où vous êtes considéré comme OIV, c'est-à-dire opérateur d'importance vitale. Donc c'est pas un terme qui est anodin pour nos autorités de régulation, et notamment l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui impose un certain nombre de préconisations. On l'a vu sur des cas récents, notamment aux États-Unis, mais ailleurs. Puis, il y a quelques exemples qui sont. Enfin, on est sur des choses qui sont d'importance vitale. Donc pour vous, la cybersécurité, c'est pas une option? Ah non, pas vraiment. Là, c'est l'équation indispensable. Dans l'équation indispensable, il y a cet aspect cybersécurité. C'est souvent un mot qui fait peur, qui freine un peu d'ailleurs les ambitions en matière de transformation numérique. Mais en fait, il y a aussi des gens qui sont là pour ça. Vous citiez Jean-Philippe Nancy, il y en a évidemment beaucoup d'autres. On en retrouve un petit peu partout dans nos différents pays. Non, ça fait partie de l'équation. Par contre, ça ne doit pas être un frein pour autant. Et aujourd'hui, il y a des choses que l'on maîtrise, même s'il n'y a pas 100% de cybersécurité. C'est à prendre en compte, c'est à élaborer. Il y a des gens qui font ça très bien, il faut leur faire confiance. Tout à fait. De votre côté aussi, Guillaume, oui, c'est dans votre ADN aussi. C'est voilà, pas nouveau comme sujet, mais... Non, mais d'ailleurs, cette année, ça fait longtemps qu'on a donc des dispatching qui sont H24 pour l'électricité. Et cette année, on a créé une salle de cybersécurité et télécom qui, elle aussi, est H24. Quoi. D'accord. Eric, de votre côté, les grandes tendances, les points, tout ce que vous voyez monter aujourd'hui comme type de projet? Nous, on est très orienté sur le développement de l'hydrogène. Donc, on voit et on espère l'avènement possible de la e-mobilité aussi à partir de sources telles que l'hydrogène. Et on y travaille beaucoup et on regarde justement un petit peu tout cet écosystème avec tous les équipements, les fournisseurs et producteurs à venir d'hydrogène pour la mobilité. Et on y croit fortement. Et on commence déjà à travailler avec des acteurs dans ce domaine pour justement produire à terme de l'hydrogène et les fournir à des stations, les distribuer à des stations, et être en capacité justement d'instrumenter ces différents réseaux. On en revient encore une fois à la communication qu'il peut y avoir avec la production, la distribution, et ensuite l'intérêt à le fournir à l'utilisateur final, et toute la donnée qu'il va y avoir derrière, la mesure que l'on va avoir de ces retours. Et on a quelques études qui nous montrent que c'est quelque chose sur lequel on a tout intérêt à souscrire. Et pour ce qui est du compte ABB, le groupe est totalement partie prenante dans cet environnement-là. Ok, merci. Merci messieurs, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des points. Oui, monsieur. Je vais me déplacer, j'ai intérêt à avoir un micro. Je voulais juste savoir quel avait été l'impact en fait, de l'ouverture du marché de l'électricité en fait, des fournisseurs sur votre réseau, puisque vous êtes vous l'opérateur en fait, qui distribue, enfin pas le distributeur, mais qui opérait le réseau. Donc qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous en fait? Alors en fait, il n'y a pas eu de fort impact sur le réseau. Par contre, il y a eu de très gros impacts sur le SI, puisqu'on est passé d'un SI qui était quelque part intégré EDF à un SI. On a créé tout un SI pour animer le marché de l'électricité. Donc les années 2000, de 2000 à 2010,
ça a été beaucoup de travail dans le SI orienté marché. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je vous remercie. Merci messieurs. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une bonne fin de Merci à salon. vous. Merci. Merci.